Hey, bienvenue dans la première vidéo de 2026. Donc avant tout, je vous souhaite une très bonne année. J'espère qu'elle sera remplie de tendresse, de sérénité, de bonheur, de réussite à votre échelle selon ce que vous attendez de la vie et de vous-même. Et surtout que vous allez pouvoir vous plonger dans plein de nouvelles belles lectures. Et c'est de ce sujet dont on va parler dans cette vidéo. Une vidéo qui rayonne d'espoir, qui incarne l'espoir que j'éprouve pour cette année en termes de lecture. Parce que je me dis, c'est bon. Il y a plein de livres, à chaque fois je me dis, putain mais ça pourrait être des coups de cœur ou au moins d'excellentes lectures et à chaque fois je les repousse et là c'est bon, je me fixe objectif en 2026, c'est bon, je les lis. J'ai envie de les présenter dans une vidéo, comme ça pour partager mon enthousiasme, ma hype et également peut-être pour comparer avec un bilan que je ferai à la fin de l'année par rapport à ces livres, est-ce que ça a répondu à mes attentes et si ça répond pas à mes attentes, et je vais perdre foi en l'humanité parce que il y a peu de risques pour que ce soit des déceptions, mais en fait c'est compliqué avec moi parce que parfois c'est juste le timing qui marche pas parce que je suis pas dans un bon mood, parce que je suis trop préoccupée par les aléas de la vie et j'arrive pas à me concentrer, à profiter pleinement de la lecture comme elle le mérite et c'est hyper frustrant. C'est pour ça que d'habitude j'essaye pas trop de prédire mes futurs coups de cœur pour limiter un peu les déceptions, mais là j'ai juste trop envie, je sais pas, de vous en parler. C'est la nouvelle année, c'est-à-dire c'est une nouvelle aventure littéraire. J'ai trop hâte de faire un top à la fin. Vraiment, mon objectif pour 2026, c'est qu'à la fin, j'ai un top de lecture qui me satisfait de ouf, avec, je l'espère, que des coups de cœur. En fait, pour contextualiser un peu, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus du mal à avoir des coups de cœur. J'ai l'impression d'être peut-être plus exigeante, d'être trop dure, parce que je trouve que le terme coup de cœur, c'est fort, quoi. Un coup de cœur, pour moi, c'est pas forcément un livre qui est parfait de manière qualitative. Non, c'est un livre, même s'il y a des défauts, mais quand j'en ressors, j'en suis chamboulée, j'ai l'impression de laisser une partie de moi-même, j'arrête pas d'y repenser, ça a remué des choses en moi, j'ai été soufflée par des choses, que ce soit les personnages, l'intrigue, et en général j'attends que le temps passe un peu pour voir comment ce livre m'a marqué, mais avant j'arrivais à avoir des coups de cœur vraiment sur le tas, directement, parce que, je sais pas, j'étais fébrile en fait à la sortie d'un livre, là ça m'arrive de moins en moins, du coup je compte sur les lectures que je vais vous présenter que ça me provoque peut-être ça. Alors j'ai choisi de diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais vous présenter les livres que je prédis comme d'excellentes prochaines lectures. C'est pas forcément des coups de cœur, mais je me dis je vais passer un bête de moment dans ces livres-là, dans ces univers-là. Il y a des romans comme des essais, et je sens que ça pourra m'apporter, que ça pourra m'enrichir, que vraiment ça pourra me marquer sans vraiment être des coups de cœur. Et dans une deuxième partie, je vais vous présenter les livres, je me dis là, il y a moyen pour que ce soit des coups de cœur pour X ou Y raison. Pour la première partie, les lectures qui peuvent se révéler d'excellentes factures. Au niveau de la fantasy, je m'étais procuré la trilogie entière de la première loi de Joe Abercrombie, publiée chez Milady. C'est une dark fantasy que je voulais lire depuis longtemps. Je me dis, si j'arrive à accrocher, franchement, ça pourrait limite être un coup de cœur avec le temps. Si j'arrive à être happée par les personnages qui apparemment ils sont vraiment moralement gris, bien construits psychologiquement, l'univers il est vraiment dark, enfin c'est ce que j'aime en général, et du coup je me dis si j'arrive vraiment à bien me situer dans l'univers, à prendre mes marques, à m'y sentir bien, même si c'est une dark fantasy, du coup il va se passer des trucs horribles, bref vous m'avez compris, et ça pourrait être l'une des sagas qui me marque le plus en 2026, et j'aimerais bien le dévorer parce qu'en général je laisse passer trop de temps entre les tomes et du coup j'oublie pas mal d'informations. Mais là j'ai la première trilogie, parce que je crois qu'il y a plusieurs trilogies, plusieurs séries dans l'univers. Là j'ai la première trilogie en entier, faudrait que je le dégomme en 6 mois, je pense 6 ou même 3 mois, pour être vraiment à fond dedans et ne pas perdre mes marques. Donc peut-être, je sais pas, mais ça donne trop envie, ça donne trop envie. Après c'est gros, mais en vrai c'est encore plus hypant quand c'est tout gros comme ça. Bref, Martyr de Olivier Perru, publié chez J'ai lu. J'avais commencé et j'avais pas accroché. En fait, j'avais accroché pour plein de choses. J'avais adoré la relation fraternelle. Tu sentais vraiment les révélations qui pouvaient s'en suivre, qui pouvaient se révéler très choquantes, comme dans Druide d'Olivier Perru, du même auteur, que j'avais adoré, c'est un coup de cœur. Mais sauf qu'à un moment, il y a une romance, ça joue avec le trope du coup de foudre, et je m'étais lassée parce que je trouvais que c'était pas forcément réaliste. Je trouvais que c'était niais, que c'était mièvre, que c'était trop forcé, et du coup j'ai été crochée. Mais là, je me dis peut-être que je suis plus indulgente avec les romances, je suis peut-être un peu plus ouverte, donc peut-être que ça va mieux passer, et j'ai envie d'accrocher parce que je sens qu'il y a un potentiel pour passer des moments incroyables. Plus ce matin, j'ai regardé la vidéo des mots de l'imaginaire sur son bilan 2025, où elle disait que ce
cette saga, c'était vraiment une saga à plot twist de malade, et moi j'aime trop ça. Donc voilà, je pourrais passer un moment incroyable. Alors là, c'est plus une autrice que je voudrais lire en 2026. C'est Siècle Velban, notamment avec Plein Ciel, publié chez Big Bang. J'avais lu de Siècle Velban L'étoile du soir et j'aimerais bien m'intéresser à sa patte dans un registre plus fantastique comme Plein Ciel. J'avais commencé, j'avais pas forcément décroché, c'est juste que j'avais la flemme et que c'est foisonnant de détails, c'est un univers qui me rappelle un peu la passe miroir, pas dans le sens où c'est copié-collé, pas du tout, dans le sens où c'est un univers authentique, original, hyper créatif et je sais pas, c'est coloré, il y a des personnages hauts en couleur. Je sentais vraiment que je pourrais bien accrocher. J'avais bien aimé L'étoile du soir. Et là, j'aimerais bien lire Des plein ciel, Le cri soleil et Yellow quelque chose qu'elle vient de sortir ou qu'elle va sortir prochainement, je sais plus. 2026, c'est pour moi l'année où je vais vraiment découvrir Siècle Velban. Dans les fictions plutôt niveau contemporain, Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, ici publié chez Archipoche. Je l'avais lu quand j'ai il y a bientôt 10 ans. Ah, le coup de vieux. J'avais beaucoup aimé à l'époque et là j'aimerais bien le relire avec mon œil plus mature, voir voilà si je vais interpréter l'histoire d'une manière plus différente ou plus nuancée. Je me rappelle j'avais trop aimé le fait que les personnages, notamment l'anti-héros, il est anti-héros, il est détestable, c'est hyper dark, c'est toxique, c'est étouffant et c'est ça que j'avais trop aimé et puis la plume également elle est magnifique. Donc voilà, j'aimerais bien le lire. Le relire. On va passer aux essais qui pourraient se révéler d'excellentes lectures. Le premier que j'avais commencé, c'est Un corps à soi de Camille Froidevaux-Métairie, publié ici chez les éditions Point. Donc j'imagine que ça va parler du corps de la femme, comment ça va être contrôlé, sexualisé dans une société patriarcale et sexiste. Donc ça peut être vachement intéressant, ça a l'air très abordable, j'ai lu que l'introduction, ça a l'air assez accessible. Je m'attends à ce qu'il y ait plein d'anecdotes, qu'il y ait plein d'études pour enrichir mes connaissances par rapport à ce sujet-là, qui est très important, plus que jamais. Il y a quelques semaines, j'étais allée à Paris et j'ai visité un peu les librairies asiatiques exclusivement. Il y avait le Phénix, évidemment, la librairie, qui est une librairie café taïwanaise, où j'aurais bien voulu farfouiller un peu plus, c'est juste qu'il y avait beaucoup de monde. C'était le soir, c'est assez petit, et même si ça avait l'air très cocooning, mais il faisait trop chaud pour moi, du coup, dommage, j'ai pas vraiment pu en profiter. Et le lendemain, je suis allée à la librairie L'Asiathèque, qui est également une maison d'édition, et j'ai trouvé ce livre, Rétro Taïwan, le temps retrouvé dans le cinéma sinophone contemporain, de Corrado Neri, publié chez l'Asiathèque. Alors j'étais trop contente parce que Corrado Neri, c'était mon prof de littérature et de cinéma chinois durant ma licence de chinois. Et c'est vraiment le prof le plus passionné et l'un des plus passionnants que j'ai rencontré de ma vie. Et j'aimais trop comment il nous transmettait sa passion et ses connaissances. Et du coup, j'ai envie de prolonger un peu cette connexion avec cette passion-là à travers ses ouvrages. Et je savais pas qu'il avait sorti cet ouvrage-là. Donc j'imagine qu'il va parler du cinéma taïwanais, qu'il va le lier avec la société, avec les enjeux sociaux, politiques, etc. Donc ça peut être vachement intéressant. Et j'ai trop hâte. Je pense que je vais passer un moment trop cool. Je vais m'enrichir. Autour de la société sinophone, il y a l'autobiographie slash peut-être essai 1000 ans de joie et de peine Ai Weiwei, publié chez le Livre de Poche. Ai Weiwei, c'était, ou c'est, je crois qu'il est encore vivant, un artiste qu'on peut qualifier de dissident au sein de la société chinoise parce que il n'hésite pas à utiliser ses œuvres pour interpeller le gouvernement chinois sur certains enjeux, sur certains problèmes sociaux, politiques et tout, je crois. Comme là, c'est son autobiographie, donc j'imagine qu'il va revenir sur ses œuvres, sur les buts, c'est les objectifs qu'il s'est fixés en réalisant ces œuvres-là. Donc ça peut être super intéressant. Et quand j'avais feuilleté dans la librairie d'occasion, je suis tombée sur cette photo de lui. Et du coup, j'étais mais King, vas-y, je le prends. Donc d'un point de vue social, politique, humain, ça peut être hyper intéressant également. Ah, ce livre, j'ai trop envie. Ah, ça a l'air trop bien. Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titu Lecoq, publié chez Iconoclaste. Elle va parler des mécanismes de la vision biaisée de l'histoire, donc comment l'histoire s'écrit surtout par des hommes cis, blancs, hétéros, et comment ils s'effacent, j'imagine, les femmes de la culture générale, de plein de domaines. Et ça a l'air passionnant, et apparemment, alors, je sais pas où je l'ai vu. Peut-être que l'autrice, elle a également un style qui est assez incisif, qui est assez percutant, qui est sarcastique. En tout cas, c'est très vivant, c'est dynamique. Peut-être que ça peut être une lecture qui fait du bien, qui peut être cathartique, qui peut être revigorant, parce que tu sens qu'elle partage la même révolte que nous, et que même si elle reste professionnelle,
bah, il y a quand même cette proximité dans cette lutte féministe où il y a la female rage, quoi, où t'as envie de casser des gueules parce que les femmes ont trop longtemps souffert. Waouh, j'ai trop hâte. Deux livres que je n'ai pas encore en ma possession mais que j'aimerais beaucoup lire. Le premier, c'est une nouveauté fantasy adulte qui va sortir chez Rajo, je crois. C'est Le sang et la mer de Adrien Thomas. Alors, j'ai trop envie de le lire, déjà parce que Adrien Thomas, pour moi, c'est un auteur valeur sûre, dans le sens où j'aime trop comment il développe ses univers de fantasy. À chaque fois, je suis tellement bien immergée, parfois j'ai même des coups de cœur. Je trouve qu'il arrive à créer un univers qui est à la fois complexe, abouti, mais tellement bien expliqué, stimulant. Et puis il y a également des personnages, des relations entre les personnages qui sont très attachants. Il y a de la diversité, il y a de la représentation, mais de manière très naturelle. C'est accepté comme tel, et je trouve que surtout dans ces œuvres pour ados, bah, c'est hyper important. Et avec Le sang et la mer, je crois qu'on part sur une réécriture mythologique de l'histoire de Jason avec la Toison d'Or, donc ça peut être hyper intéressant. Et donc je pense qu'il y a de grandes chances pour que ce soit une excellente lecture. Il y a également un des nouveaux livres qui commence à dater, je crois un peu, de Lily S. Green, qui est Silverton, publié chez Gulfstream. J'avais bien aimé Steam Sailors de l'autrice, j'aime trop comment elle développe les relations entre les personnages, les found family, en tout cas dans Steam Sailors, c'était tellement trop mignon et j'aime trop l'humour aussi, vraiment je rigolais tellement et donc j'espère retrouver cette vibe dans Silverton. Je sais pas du tout de quoi ça parle vraiment, je sais pas du tout renseigner pour me garder un max de surprises, mais je lui fais confiance et du coup je pourrais peut-être passer un très 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 bon moment. On passe enfin à la deuxième partie qui concerne les coups de cœur. Alors ce livre là, j'ai énormément d'attentes. En 2026, j'ai envie de continuer Hirayasumi, évidemment, de Keigo Shinzo, publié chez Le Lézard Noir. Ici, c'est le tome 7. J'ai lu les 6 premiers tomes. Coup de cœur, j'ai trop adoré. On m'avait offert le tome 7 pour mon anniversaire, du coup, je suis trop contente. Je prévois d'acheter également la suite, parce que les 6 premiers tomes, en fait, c'est le premier tome que j'ai de Hirayasumi, parce que les 6 premiers tomes, je les ai empruntés à la médiathèque. Mais parfois, ça me titillait un peu parce que j'avais envie d'annoter, j'avais envie de mettre des post-it, j'avais envie de marquer certains moments, de personnaliser l'œuvre pour que ça reflète comment je m'identifie dans l'œuvre, dans les personnages, dans les messages. Et du coup, mon objectif, c'est également d'acheter toute la saga. Le truc, c'est que ça constitue quand même une petite fortune, parce que chaque tome, c'est 13-14 euros. J'attends, pour l'instant, j'ai le tome 7, c'est déjà pas mal. J'ai trop, trop, trop hâte de le lire. Je vais m'accorder un petit moment cocooning pour le savourer. Normalement, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas un coup de cœur également en 2026. Des auteurs dont j'ai lu des œuvres qui m'ont vraiment plu, pour lesquels j'ai même eu un coup de cœur, et du coup, je me dis peut-être que si je lis d'autres œuvres d'eux, ça pourrait bien marcher également. Yen Yen Ke, qui est un auteur chinois. Ici, on a L'enfant de Tianwu chez Piquier et Elle de chez Piquier également. J'avais lu je sais plus, j'avais lu un livre autobiographique de lui. Bref, je vous mettrai, mais j'avais trop aimé. Il parvenait à parler de manière très humble, assez pudique, mais tout en étant intime et très vulnérable, très humain, de ses relations avec sa famille. C'était tellement beau, c'était d'une poésie. La manière dont ouais, il arrivait à rendre hommage à des membres de sa famille. Et là, on va être un peu dans cette lignée, puisque ce sont deux livres autobiographiques, il me semble. Ici, il va parler de sa terre natale, je crois, de son enfance là-bas. Et ici, c'est un ouvrage qui est consacré aux femmes qui ont marqué, qui ont inspiré son développement personnel. Donc ça peut être vraiment très touchant. J'ai trop hâte. J'espère que je vais bien aimer. Enfin, plus que bien aimer, j'espère que je vais avoir un coup de cœur. Alors, mon obsession du moment, à chaque fois que je vais en librairie, je cherche des livres de cette autrice. Parce que j'ai envie de les collectionner, mais je me dis à chaque fois, non, arrête. Lis d'abord les livres qui sont dans ta palle de cette autrice auquel tu n'as toujours pas touché, et après on verra. Sarah Waters. Sarah Waters, donc j'ai eu un coup de cœur pour Du bout des doigts, pour lequel j'ai consacré une vidéo entière pour fangirler dessus et pour dire pourquoi il fallait le lire. Ensuite, je me suis précipitée pour chercher d'autres livres d'elle. Ici, on a Caressé le velours. Non mais le style de la couverture, c'est incroyable. Je crois que c'est une réédition, mais du coup, je cherche toutes les rééditions dans ce style-là, j'aime trop. Et là, c'est Derrière la porte, lui chez 10-18. Je me suis pas trop renseignée, mais à chaque fois, j'imagine qu'il y a des romances lesbiennes, comme on voit sur la couverture, comme ça a été le cas dans Du bout des doigts. Et voilà, je suis pas une fanatique de romance, vous l'avez compris, mais la manière dont elle arrive à décrire certaines scènes, que ce soit charnelles ou des scènes d'émotion entre les deux héroïnes, c'est trop beau, incroyable. Sa plume est exquise. Ce sont des intrigues avec plein de révélations, des plot twists,
des trahisons peut-être, je sais pas trop quelle va être la recette dans ces deux livres, si ça va respecter la même que pour Dans du bout des doigts. J'espère pas trop, j'espère qu'il y a quand même un truc authentique, sinon je vais m'en lasser. C'est sur fond historique, du coup c'est super intéressant également de ce côté-là. Donc voilà, genre j'ai trop hâte. Je me fixe l'objectif de d'abord lire au moins un des deux romans avant de me jeter sur un autre de ces livres et de l'acheter. J'ai peur que du bout des doigts, ça a été une chance, en fait, ça a été un miracle. Et en fait, par la suite, je vais m'en lasser de cette autrice, mais je pense pas, parce que je tiens un truc incroyable avec elle, je le sens. Et je pense que je pourrais peut-être avoir un coup de cœur avec au moins un de ses livres en 2026, je l'espère. Avant de passer aux deux derniers gros morceaux qui contiennent vraiment la plus grosse part de mes espoirs. Ça pourrait être mes livres préférés de 2026 et si ce n'est pas le cas, je serais vraiment quand même pas mal, très triste. Mais avant de passer à ça, il y a deux autres romans. C'est pas forcément des romans, c'est des web novels chinois. Alors il y en a un, à chaque fois j'essaye et à chaque fois je rame et du coup je dois recommencer parce que c'est tellement dense comme univers. C'est Lord of the Mysteries de... Je sais plus le pseudo de l'auteur, parce qu'à chaque fois c'est des pseudos alambiqués. Cuttlefish, That Loves Dying, un truc comme ça, je sais plus. C'est un truc à la steampunk science-fiction, je crois. Et apparemment, pour beaucoup de gens, c'est considéré comme le meilleur web novel chinois. Il y a eu un anime également qui est sorti. L'animation a l'air vraiment ouf, mais j'ai d'abord envie de me concentrer sur le roman parce que dans le roman il y a beaucoup plus de détails, mais c'est juste qu'il y a énormément de détails, c'est hyper long. À chaque fois je m'essouffle trop parce que le début ça rame, c'est très lent, il y a beaucoup de infodump. Je sais que apparemment les personnages, je sais pas, il y a peut-être des relations qui sont bouleversantes, il y a des trucs, des mécanismes qui peuvent être vraiment hyper cool et je sens que ça pourrait être un coup de cœur, je sens, parce que au niveau des émotions, c'est juste que faut juste que je persévère. Et sinon, il y a également un autre web novel, c'est Shadow Slave de Guilty 3. Alors lui, je sais même plus de quoi ça parle, c'est juste qu'il y avait pas mal de gens qui en parlaient, qui disaient qu'ils avaient été bouleversés, qu'ils avaient été marqués, et du coup j'ai envie d'adhérer à la hype, c'est tout. En fait, j'ai envie en 2026 de me remettre aux web novels, parce que dans les web novels chinois, il semble y avoir tellement de pépites, et j'en ai lu pas beaucoup. Mais j'ai eu deux énormes coups de cœur. Le grand maître de la cultivation démoniaque et je crois qu'en français c'est la bénédiction des cieux, Heaven Officious Blessing. Ça a été parmi mes coups de cœur les plus puissants, les plus de ever, de toute ma vie entière vraiment. Et j'ai envie de redécouvrir ce genre de pépites, de partir à la recherche. En plus, en général, les fandoms ils sont très passionnés, il y a plein de fan art et tout, donc j'ai envie d'adhérer à cette hype là. Et j'espère qu'en 2026, je trouverai la motivation nécessaire pour le faire. Et donc, on va passer aux deux derniers gros morceaux. En 2024 est sorti un livre que j'attendais depuis à ce moment-là 5 ans, 5-6 ans. C'est le roman japonais Run with the Wind de Shion Miura, publié ici chez HarperCollins, je crois. Il n'est pas encore sorti en français, mais il existe un anime. Et j'avais découvert d'abord en anime, c'est ça qui m'a donné envie de lire le roman original. C'est l'un des meilleurs animes que j'ai vu de ma vie. C'est un anime qui a profondément fait écho en moi. Je pense qu'il pourrait faire écho en vous si vous êtes dans la vingtaine, vous cherchez un peu et vous avez besoin de prendre un peu de recul ou de, je sais pas, juste de souffler. En gros, on va suivre un club sportif universitaire de course à pied, de marathon à relais, je sais plus trop comment on dit. Ils vont participer à l'un des plus grands marathons du Japon qui se déroule chaque année. Et le bémol, c'est que dans ce club-là, la plupart des personnages, en fait, ne courent pas, n'ont jamais couru de leur vie et ne sont pas forcément spécialement sportifs. Et en fait, la course, c'est surtout, voilà, ça a l'air un peu cliché, assez mièvre, mais la course c'est une métaphore de la vie, en fait, de leur avancée dans la vie, de la manière dont ils appréhendent leur avenir, mais la manière dont c'est fait, avec les musiques, avec l'animation, avec les personnages, c'est d'une beauté. J'aimerais bien le regarder et le comparer avec le roman, ça pourrait être vachement cool. Et je me dis que ça pourrait encore plus résonner en moi, parce que quand j'avais regardé la première fois, j'avais 18-19 ans. Et là, comme je suis dans ma vingtaine, et ben, j'ai peut-être être encore plus émue par les réflexions des personnages, parce que je me rappelle que c'était très humain et que c'était waouh, c'était juste très beau. Et donc, j'ai toujours voulu lire le roman, sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait ni la traduction en français et en anglais. Et quand j'étais allée à Taïwan, il y avait la traduction en chinois, du coup j'avais acheté dans l'objectif de le lire quand j'aurais bien progressé en chinois. Le truc c'est que je l'ai jamais fait. Voilà, donc je me sens un peu comme une loser parce que ça fait des années que j'aurais dû le lire
et à chaque fois je repoussais parce que je me sentais pas apte, et en fait du coup il y a eu le temps d'avoir la traduction en anglais quoi. Je vais un peu abandonner comme une loser, je vais abandonner un peu la version chinoise. Peut-être que je vais essayer de lire des passages parfois, mais je vais me concentrer sur la version en anglais pour profiter à fond. Et j'espère ne pas être déçue. Je sais que dans le roman, il y a plus de romance que dans l'anime. Dans l'anime, il n'y en a quasiment pas. Mais le héros dedans, genre il est amoureux d'une fille, ce qui n'est pas le cas dans l'anime. Et du coup, j'ai peur que peut-être ça, je sais pas, ça me lasse, ça me saoule. J'espère vraiment pas. J'ai bâti tous mes espoirs littéraires dessus. Il faut vraiment que j'accroche, parce que sinon, j'ai peur, j'ai peur. Mais en même temps, il n'y a pas forcément de raison parce que j'ai tellement adoré les personnages dans l'anime. Normalement, ils ressemblent aux personnages originaux, normalement. Bref, voilà, on verra. Dans cette optique également, en France est sorti Le Vagabond de Séoul de Kim Ho-yeon, publié chez Piquier. Et j'avais déjà commencé à le lire, pas en français, mais en chinois, quand j'étais à Taïwan. Alors, j'avais pas fini, mais j'avais quand même mis dans mes coups de cœur, dans mon top de lecture de 2023, il me semble, parce que j'avais trop aimé, enfin j'ai trop aimé. Alors parfois je pleurais de frustration parce que j'avais du mal à comprendre, je ramais de ouf, ça me pénalisait, mais en fait j'aimais bien le lire en chinois parce que je prenais plus de temps pour m'attarder sur les détails, pour m'imprégner de l'atmosphère des personnages, parce qu'à chaque fois du coup je devais faire des allers-retours avec le vocabulaire, donc forcément je prenais beaucoup de temps, mais j'ai quand même réussi à le lire jusqu'à la page 153. J'avais trop aimé, comme vous voyez avec les post-it. En fait, on va suivre le vagabond du coup de Séoul, qui est donc un sans-abri, et il va se retrouver embauché dans un convenience store. Donc c'est genre comme une supérette qui est ouverte H24, 7 jours sur 7 en Asie. Là-bas, il va rencontrer des gens qui sont de passage, des gens voilà, qui viennent juste acheter des petits trucs à manger. Mais lui, même s'il a une certaine maladresse, un certain côté bourru, surtout qu'en fait, il a aucun souvenir de d'où il vient. Voilà, il est assez renfermé, parfois il est assez taciturne, mais en vrai, il a un cœur en or et il arrive à se lier avec d'autres personnes, mais même si c'est de manière éphémère, mais c'est beau. Et c'est un truc que j'aime trop, c'est que le convenience store, tu vois, c'est un lieu de passage hyper banal, genre tu y vas juste pour faire tes courses, mais c'est pas plus important que ça. Mais en fait, quand il y a une bonne personne à l'intérieur, ça peut être un endroit chaleureux, un safe place, même le temps de quelques jours, mais ça peut avoir beaucoup de sens pour ton développement. Et c'est un peu le cas, et la manière dont voilà, c'était transmis, je trouvais que c'était vraiment très beau, très émouvant. J'étais amoureuse du vagabond, du héros, parce que, bref, voilà, il est trop bien, il est trop gentil, mais de manière un peu maladroite. Ah, j'ai trop envie de le lire. Mais je me suis fixé un objectif. Je pense que je vais les lire en parallèle. En gros, je vais d'abord lire la version en chinois, je vais lire quelques chapitres, ensuite je vais basculer sur les chapitres en français et voir si j'avais bien compris l'histoire. Je pense que j'aimerais bien en faire une vidéo parce que ça pourrait être cool, amusant de voir ce qui a pu diverger dans mon interprétation, voilà, les petites différences, parce que je pense qu'il va y en avoir. Et voilà, ça peut être hyper cool, et puis ça m'aidera à pas abandonner le chinois. En plus, j'ai acheté le tome 2 également. Il est trop beau, j'aime trop les couvertures. J'avoue que je préfère les couvertures en chinois. Je sais pas vous, laquelle vous préférez. Moi, je préfère celle-là. Genre, c'est avec les petites étoiles et tout, c'est tout scintillant. Là, il n'y a pas d'étoiles. Si, il y a des étoiles, mais ça se voit moins. Mais j'aime bien aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, ça fait déjà un bon paquet de livres dans lesquels je projette beaucoup d'attentes et d'espoir, mais qui me hype surtout. J'ai trop hâte de cette année 2026. Oh. N'hésitez pas également à me dire si vous essayez de prédire vos futures prochaines excellentes lectures, voire coup de cœur de 2026. Quelles sont les lectures qui vous tapent dans l'œil de manière très insistante, où vous vous dites là, vraiment, vous allez passer la meilleure expérience de lecture ever. J'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour les gens notamment qui ont été là avec moi en 2025, merci infiniment d'avoir été là. Vraiment, ça m'a fortement encouragée à continuer la chaîne, parce que même si je fais surtout les vidéos pour moi en guise de souvenir, pour m'exprimer, mais j'espère évidemment quand même que ça peut atteindre des gens, que ça peut apporter une petite boule de fraîcheur, de chaleur dans votre vie littéraire. Ici j'y parviens, c'est hyper gratifiant. Et donc pour les personnes qui ont été là, notamment régulièrement,
qui ont commenté. Vraiment, merci infiniment et j'espère vous retrouver pour cette année-là et que vous allez également partager vos lectures et qu'on va voilà, continuer dans cet échange de littérature et de culture. Et pour les gens qui viennent d'atterrir, et bienvenue et j'espère vous retrouver également pour l'année 2026 et voir si ces lectures répondront à mes attentes. Merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!